Donc je disais, au moment où ça a commencé, qu'on voulait organiser ça de façon à avoir, en posant des questions sur est-ce qu'il y a oui ou non une rupture actuellement dans le processus de mondialisation, est-ce qu'on est dans une transition, est-ce qu'on a connu déjà des transitions et des ruptures de la même manière dans des siècles précédents dans l'histoire du capitalisme, et ça, ce serait Kevin O'Rourke qui nous en parlera. Ensuite, on essaiera de caractériser un peu les ruptures auxquelles on a affaire depuis une vingtaine d'années, on va dire, avec Jean-Hervé Lorenzi et Natacha Valla. Et ensuite, on essaiera de voir, de tracer des scénarios possibles d'une nouvelle mondialisation avec Dominique Lyon et sans Thierry Pêche. Voilà. Kevin, pour commencer, est-ce que effectivement dans la période que nous vivons maintenant, on retrouve des ingrédients de même nature que ceux qui ont présidé aux grandes ruptures du capitalisme, de l'histoire du capitalisme, ou est-ce qu'on a affaire à des processus normaux d'évolution de court terme et qui ne mettent pas forcément en jeu le long terme, ou est-ce qu'on est ou au contraire, est-ce qu'on est effectivement dans des ruptures profondes de l'économie mondiale? Je pense que peut-être la vision de rupture est plus une vision qu'on a en Europe, parce que c'est en Europe où la crise est vraiment profonde et donc nous avons le sentiment de traverser quelque chose de complètement inconnu. Si vous regardez les sources ultimes de la croissance, le progrès technologique, il n'y a rien qui indique qu'il y a une rupture, que le progrès technologique ralentit beaucoup. Ce qui frappe, si vous regardez la croissance du PIB par habitant aux États-Unis, c'est que ça a été incroyablement stable depuis 150 ans, presque environ 2% par an. Il y a la conjoncture, bien sûr, mais la tendance, elle est vraiment très stable et je ne vois pas de raison de présumer qu'on va soit à la hausse, soit à la baisse. Je dirais aussi que, vu les enjeux environnementaux qu'il y a et que nous connaissons tous, on a besoin d'encore de progrès technologiques dans les domaines tels que l'énergie, les transports, etc. Donc, si on fait ce qu'il y a à faire là-dessus, il y aura de la croissance technologique, il y aura donc de la croissance. Si on ne fait pas ce qu'il y a à faire, alors le manque de croissance sera le moindre de nos problèmes. Donc, pour moi, le problème n'est pas là. Le problème est conjoncturel et il est européen. Et je pense qu'on va en parler beaucoup plus de cela dans la session qui va suivre. Et bon, on a beaucoup de think tanks ici, de droite et de gauche. Si je peux me permettre une petite remarque d'outre-Manche, même si je suis irlandais, pas britannique. Chez nous, enfin, de voir des débats, est-ce que c'est l'offre des gens qui disent il n'y a que l'offre qui compte et il n'y a que la demande qui compte. Pour moi, c'est un dialogue un peu entre sourds. Dans chaque pays, on peut toujours améliorer les choses. Donc, il y a toujours une politique de l'offre qui peut être menée. Mais dans chaque pays, il peut des fois avoir des problèmes de demande. Il me semble qu'on est dans cette situation en Europe actuellement. Bon, c'est ce que j'avais à dire sur la croissance. Je dirais aussi que la grande tendance qui est plus prévisible pour le XXIe siècle, c'est que les pays pauvres vont continuer à croître, à rattraper leur retard technologique et que c'est ça qui sera le grand thème. Donc, des déséquilibres qui ont commencé avec la révolution industrielle au début du XVIIIe, ils sont maintenant en train de s'aplatir quelque part. Et c'est une bonne chose. Et c'est en large partie grâce à la mondialisation, car ces pays pauvres croissent en important des technologies et alors en exportant les choses qui sont produites en utilisant ces nouvelles technologies. Alors, la mondialisation est-il nouveau? Est-ce qu'il y a une rupture? Ben, c'est vrai que notre mondialisation chaque époque est différente. Ce qui est nouveau chez nous, c'est qu'il y a cet outsourcing dont on parle beaucoup, donc les usines qui fabriquent des ingrédients qui sont utilisés après ailleurs. Ça, c'est vraiment nouveau. Et ça a des implications pour les chemins de développement des pays pauvres dont on pourrait discuter.
Mais on a vu la mondialisation à échelle globale dans le passé et ça a été renversé. Pas seulement à cause de la Grande Guerre, ça a été renversé aussi parce qu'on n'a pas tenu en compte les conséquences pour la répartition des revenus. Donc, dans le 19e, qui étaient les grands perdants, c'était ceux qui avaient les terres agricoles en Europe, par exemple. Et il y a eu un contre-coup contre la mondialisation dans les années 80 du 19e siècle, en France, en Allemagne, ailleurs. Aujourd'hui, c'est plutôt les ouvriers moins bien payés dans les pays riches. Et ça ne serait pas surprenant si on verrait un plus grand contre-coup contre la mondialisation dans les années qui viennent, surtout avec la crise que l'on subit. Donc, pour moi, il y a deux grands enjeux en ce qui concerne la mondialisation. D'abord, c'est de faire la distinction entre le commerce, qui est une bonne chose à mon sens, car cela permet aux pays pauvres de croître, et c'est aussi important pour les raisons stratégiques dont on pourrait discuter. Faire la distinction entre le commerce et les flux de capitaux. Là, c'est autre chose. Et beaucoup de nos problèmes, il me semble, sont le résultat de flux de capitaux qui ont été trop libéralisés dans le passé et qui ont entraîné des crises financières, des problèmes d'imposition des gens qui mettent leur argent dans des paradis fiscaux, etc. Donc là, il y a un problème. Le deuxième problème, c'est la relation avec la démocratie. Car si la mondialisation est surtout définie par des traités qui contraignent les gouvernements, alors ça peut entraîner des conséquences démocratiques. On le voit bien sûr particulièrement en Europe, où ce processus est allé beaucoup plus loin. Et on voit maintenant tous les problèmes auxquels qui ont lieu à cause de ça. Il ne faudrait pas recommettre ces erreurs à l'échelle mondiale. Donc, pour moi, un des grands défis pour l'Europe et pour le monde, c'est de faire le juste équilibre entre l'ouverture envers les autres, ce qui est une bonne chose d'un côté, et de l'autre côté, le droit absolu des électeurs de changer les politiques de façon radicale s'ils le souhaitent. Voilà ce que j'ai à dire. Avec un exemple récent, effectivement. Natacha Valla, du CEPI, donc, comment vous percevez, comment vous diagnostiquez la situation mondiale de l'économie, vaste sujet en 5 minutes, bravo, mais vous allez faire ça très bien. Quelles sont les principales caractéristiques de ce qui est en train de se passer et en quoi il y aurait une rupture ou une transition par rapport au modèle qu'on a vu fonctionner jusqu'ici? Alors c'est une invitation. Je vais peut-être juste commencer par, en tant que seule femme de la soirée, par dire que je suis ravie d'être ici et que je me sens vraiment entre pairs et qu'on a des relations quand même assez harmonieuses. Je vais aussi remercier ma babysitter d'être très flexible par rapport à l'horaire. Donc ceci étant dit, ça m'a coûté 20 secondes. Sur la question qui est posée, et ça fera suite à ce que Kevin vient de dire, je pense qu'on a traversé une crise et une reprise qui sont de façon cumulée tellement longue qu'on ne peut plus traiter ça comme un épisode sur lequel on pourrait porter des parenthèses et suite auquel on pourrait avoir une réflexion sur la croissance de long terme. Parce que c'est un épisode qui va être très structurant pour la croissance de long terme. Je pense donc que cet ajustement est très très lent et cette lenteur s'explique, je vais y venir. On a aujourd'hui dans le monde des pays émergents qui prennent une part de plus en plus importante dans la croissance économique mondiale et dans la part de la production économique mondiale. Donc ça, c'est un phénomène qui a été très accéléré pendant les 15-20 dernières années. Ça continue à être le cas. Donc on a vraiment une persistance des différentiels de croissance entre les pays développés et les pays émergents. Ça faut bien s'en souvenir, même si on a eu une réduction de cet écart. On sait qu'on sort d'une période dans les pays développés où pendant 15 ans, voire plus, on a importé de la déflation. C'est-à-dire qu'on a pu vivre, on a pu améliorer notre qualité de vie grâce aux importations, donc grâce au commerce dont Kevin parlait, qui a donné quand même du pouvoir d'achat qui, de façon plus ou moins égale, a été réparti dans les populations des pays développés. Donc on a importé cette déflation.
une grande question, c'est est-ce que cette déflation-là, on va continuer à l'importer? Est-ce qu'on va la produire nous? Et est-ce que ça va avoir des conséquences sur la croissance de demain? Ce qu'il faut savoir aussi dans les évolutions récentes de ces grandes tendances mondiales, c'est que le commerce mondial a cru à un rythme très élevé. On avait 4-5%, voire même plus, pendant des années de croissance du commerce mondial par an. Il est fort probable que ce rythme va se réduire et qu'il risque de se réduire de façon... rien n'est jamais pérenne, mais suffisamment prolongé pour que ça puisse avoir un impact sur le bien-être et la répartition du bien-être mondial et la répartition de la croissance mondiale. Et puis, résultat des grands flux financiers dont on parlait tout à l'heure, on a aujourd'hui des stocks massifs de capitaux qui sont détenus sous forme, il y en a beaucoup qui sont détenus sous forme de réserves de change, notamment dans les grandes banques centrales ou les fonds souverains asiatiques, mais dans certains pays, dans certaines zones du monde émergent. Et ces gros stocks, qui sont le résultat de flux assez intensifs et assez soutenus, font peser un risque de déséquilibre, donc de rupture liée aux transactions financières. Donc il faut en avoir conscience. Donc ces éléments étant posés, je pense que j'arrive pas loin du bout de mes 5 minutes. Et là, je crois que les horaires maintenant sont devenus un peu compliqués à gérer, mais bon. Je pense que le vrai thème, on peut le décliner, c'est assez proche de ce qui a été dit, mais on peut le décliner sur 4-5 grands axes. Le premier grand axe, ça va être la convergence des niveaux de vie et de la qualité de vie. Donc il va falloir qu'on traite de façon nouvelle, et on a des données nouvelles pour ça, la question de l'inégalité, du lien entre l'inégalité dans la répartition des revenus, l'inégalité dans la répartition des richesses et les implications que ça peut avoir sur la croissance. J'espère qu'on pourra le faire de la façon la plus dépassionnée possible, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer le débat économique. Deuxième question, c'est la démographie et le vieillissement de certaines zones, dont la nôtre, dans l'économie mondiale. Donc ça va être un vrai enjeu. Troisième question, c'est la question de l'urbanisation dans le monde émergent, puisque toutes ces évolutions, ces transferts, ces transformations des chaînes de valeur au niveau mondial, la montée en puissance des pays émergents, ça crée des nouveaux besoins et donc une reconfiguration du commerce mondial. Et puis bien sûr, dernier point, on va beaucoup en parler cette année, c'est la transition climatique et tout ce qu'on pourra faire d'un point de vue des politiques économiques et des grands modèles de croissance pour limiter le réchauffement de la planète. Voilà. Vous avez remarqué que quand on demande aux économistes de parler de la situation mondiale, tout simplement, ils ont un discours toujours très apaisant et apaisé, je trouve. Enfin, c'est oui, ben voilà, ça continue. Mais, voilà, est-ce que c'est pas un peu plus dramatique que ça, je vais te décevoir parce que je suis, ou te rassurer, parce que je suis en désaccord absolu avec ce que Kevin a indiqué. Alors, c'est très difficile en quelques minutes de développer, mais c'est un débat qui est vieux comme le monde. Hein. Il se trouve qu'on a, lui et moi, beaucoup travaillé sur la révolution industrielle. Il y a une vraie discussion très ancienne entre les économistes. Et moi, je peux vous trouver n'importe quelle série statistique, tout dépend sur quelle période on prend, qui a tendance à considérer qu'il y a des ruptures ou non. Donc le mot rupture est un mot qui est adopté par l'économiste ou ne l'est pas adopté. Je fais partie de ceux qui considèrent que le monde est structuré, l'histoire humaine, et en tout cas les 2 derniers siècles, à partir de, disons, Watt, 1883, que c'est structuré par des périodes d'accroissement, de régulation, de modification des conditions de fonctionnement du marché. Et je plaide pour une thèse que je ne voudrais pas plus de temps pour le développer, mais je l'ai dit, je l'ai fait dans un excellent livre que je vous conseille de lire, mais sur lequel l'idée qu'on est rentré dans une trajectoire de l'économie mondiale qui est très différente et que cette idée qu'on est dans un prolongement est à mon avis, et ne le prenez pas du tout en mal, mais un tout petit peu naïf et habituel. Ça fait partie d'une discussion d'économistes tout à fait légitime. Alors, sur le fond, moi je prends la période de la manière suivante. Premier point, il y a quand même, c'est la fin de 2 utopies. Je rappelle qu'après 2007, le monde a été très raisonnable en 2009, 2010, et on a inventé deux utopies qui étaient sympathiques d'ailleurs, qui consistaient à dire on va à la fois réguler la finance et on va gouverner l'économie mondiale ensemble,
ces utopies sont mortes aussi rapidement que, au fond, la reprise économique s'est faite. Mais c'est pas négligeable de savoir qu'une utopie est morte et qu'elle demeure. Alors après, les économistes se rassemblent, évoquent des coordinations, tout le baratin habituel. Mais dans la réalité, c'est mort et c'est très important de l'avoir en tête. Deuxième sujet, quand on regarde les chiffres, excuse-moi Natacha, mais le ralentissement du commerce mondial est à la fois en même temps que le ralentissement de la croissance mondiale, alors que, comme vous savez, les prévisions qui sont faites par les conjoncturistes ou par les instituts, le FMI, etc., sont toujours assez positives. Et puis, peut-être pas le CDE, qui est beaucoup plus raisonnable, mais on revient toujours, quelques mois après, on ralentit, on s'aperçoit que ce discours préalable, c'est qu'on revient comme du coupé-collé, j'aime bien cette expression, comme du coupé-collé à ce qui existait précédemment, eh bien, ça ne se passe pas comme ça, et je ne crois pas que ça se passera comme ça. Pourquoi ? Alors, j'ai pas le temps de le développer, sauf sur 2 points. Ma conviction, c'est que le monde avait, avant 2007, 3 contraintes majeures qui sont les équilibres mondiaux d'économie réelle, qui sont donc entre les pays émergents et les pays développés, le problème d'inégalité très très difficile à résoudre et le problème d'une financiarisation qui est, moi je suis un peu financier, qui est quand même surréaliste. Il faut quand même savoir que ça c'est quand même très particulier, Natacha. C'est pas juste un jeu d'enfant. On n'a pas de solution, on n'a pas résolu ces 3 problèmes, on n'a pas résolu les problèmes d'égalité. Sur ce plan-là, le livre de Piketty est quand même très, très intéressant, y compris dans l'accueil qu'il a reçu. Et puis, il y a 3 débats. Parce que tu dis, Kevin, que c'est l'Europe, mais le débat sur la grande stagnation, il n'est pas en Europe. Il est entre les économistes anglo-saxons. Et pas anglo-saxons, parce que je collerai de l'irlandais là-dedans, mais enfin pas anglo-saxons, mais de langue anglaise. Mais il est entre économistes américains. C'est pas nous qui avons inventé le débat sur la grande stagnation. Ils ont raison de le poser. Il y a un formidable bouquin qui vient de sortir, le bouquin d'Artus, qui est très intéressant. Il rappelle quand même qu'on peut s'interroger raisonnablement sur ce qu'est le progrès technique, qui pour tous les économistes qui ont fait un peu du long terme, c'est quand même le sujet qui les amuse, les intéresse. À quel moment le progrès technique permet de croître finalement, faire croître la productivité et de faire croître la croissance? Je veux dire, c'est vrai qu'il y a un ralentissement des gains de productivité. Alors, il y a 10 000 raisons, y compris peut-être les modifications structurelles, le fait qu'il y a beaucoup j'allais dire, de services qui ont des productivités. Moi, je veux bien tout ça, mais la question est posée. Il se trouve que nous autres économistes sommes confrontés à une baisse des gains de productivité. C'est un débat légitime. Pourquoi, comment, etc. C'est un débat légitime. Et Natacha vient d'évoquer le problème du vieillissement. Ça, c'est mon passe-temps, enfin je veux dire mon passe-temps, non, il y a des trucs plus rigolos, mais d'autant plus que je le vis, mais le vieillissement c'est majeur. Brodel expliquait que l'histoire du monde s'explique par l'évolution de la démographie. Or, le vieillissement ne concerne pas quelques zones, il concerne, à l'exception de l'Afrique, l'ensemble du monde. Donc, j'appelle vieillissement, pour avoir une définition précise, le fait que l'augmentation moyenne de la population, que l'âge moyen de la population augmente. C'est vrai, c'est pas spécifique à la France ou à l'Allemagne, c'est général, sauf dans un continent. Et ce problème pose 2 interrogations, et c'est là-dessus que je vais terminer. La première, c'est que le vieillissement pose quand même une question du progrès technique. C'est vrai qu'on voit plus dans les garages des jeunes de 20 ans que des jeunes de mon âge. C'est une chose qui est quand même, en tout cas, qu'on ne peut pas éliminer d'un revers de main. Et deuxième sujet, si l'on veut rétablir les équilibres de fond de l'économie mondiale, et notamment que les pays développés retrouvent, au fond, des structures productives plus équilibrées, plus fortes. Il faut qu'ils investissent. Pour investir, il faut prendre des risques. Or, l'épargne, si je prends le cas de la France, 60% de l'épargne financière est entre les mains des retraités. Je veux dire, l'aversion au risque est un problème majeur. Et donc, comment va-t-on, au fond, réutiliser une épargne disponible pour pouvoir investir dans des secteurs? J'ai donc un doute sur le fait que le problème du progrès technique puisse être évacué en quelques secondes. Je rajoute, dernier point, et je termine là-dessus, que, à mon sens, je n'ai pas une date précise,
Vous savez, on prend toujours des dates précises. On dit la première révolution industrielle, c'est Watt, la seconde, c'est le moteur électrique, etc. C'est telle date. Je trouve que l'évolution du monde, c'est une vraie interrogation. Moi, je suis beaucoup trop modeste pour penser que détenir la vérité. Mais je pense que nous avons vécu sur une période extrêmement longue, pendant laquelle l'investissement ex-ante, l'investissement nécessaire, était inférieur aux capacités d'épargne qui étaient prêtes à prendre des risques. Pour des raisons évidentes, de l'épargne des pays développés, des pays émergents, les 50% chinois, ça existait. Ce mouvement va se basculer. Je pense que la période dans laquelle nous rentrons, et c'est la réponse à ta question de rupture, je crois que nous serons fondamentalement déterminés par un déséquilibre entre l'investissement et l'épargne prête à prendre des risques, c'est-à-dire l'épargne non pas qui va dans l'assurance vie, mais l'épargne, encore que l'assurance vie maintenant prend un peu de risque, mais pas beaucoup, on va dire 5%, 6%, oui, 6%, et que ça déséquilibre massivement. Et le cœur du sujet, c'est où situe l'investissement, où situe le rapport entre l'investissement et le progrès technique, l'investissement, la productivité et la croissance. Et cher Kevin, chère Natacha, je pense que le monde est plus bousculé que vous ne le pensez par rapport à ces problèmes. Mais une fois de plus, c'est pour lancer la discussion. Et oui, comme on n'a jusqu'à 9h30 cette première session, on peut y aller. Non. On n'a pas jusqu'à 9h30. Vous répondrez après parce que je voudrais... on aura 15 minutes après, normalement, d'après le timing initial, pour que vous puissiez rebondir les uns sur les autres, si j'ose dire. Mais Dominique Pillon, la question suivante, c'est du coup, on fait quoi? On fait quoi? C'est-à-dire, comment on fait pour accompagner, améliorer et rendre viable la transition ou la rupture ou la non-rupture ou les évolutions, je ne sais pas, actuelles, pour que les choses se passent le mieux possible? C'est possible ou on laisse tomber? C'est votre partie la plus difficile, là. Exactement, vous avez dit Quoi, de la partager à deux. C'est un peu vache. Oui, on devait se la partager à deux, non. De toute façon, ils vont y revenir aussi. Les avant autres, d'apporter les remèdes, là, je vais peut-être un peu désobéir. Il faut quand même, en bon médecin, qu'on prétend être, nous les économistes, parler un petit peu du remède, enfin du diagnostic. Je serais plutôt du côté de, une fois n'est pas coutume, mon cher Jean Hervé, mais je suis plutôt de ton côté. C'est-à-dire, je pense que nous venons de traverser, elle n'est pas terminée, une crise de très grande ampleur, multidimensionnelle, financière, économique, sociale, écologique, peut-être la plus grave crise du capitalisme, et on n'en est pas sorti. On n'en est pas sorti, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont en train de se sortir mieux que d'autres, mais beaucoup d'autres sont mal sortis. Et quand on regarde du côté des pays émergents, on voit les grands pays comme l'Argentine, comme le Brésil, comme la Russie qui sont dans des situations extrêmement difficiles, donc hétérogénéité des situations, face à une Chine qui a l'air d'évoluer dans des conditions un peu meilleures. J'y reviendrai, c'est pas si rose que ça. Et du côté des pays dits avancés, les pays de la triade, on a d'un côté le Japon et l'Europe qui sont au bord de la déflation, et on a les États-Unis qui ont l'air de sortir, bien que peut-être en W d'ailleurs, d'une crise difficile. Donc je pense que... Mais Kevin, vous direz c'est conjoncturel ça. Je pense que c'est conjoncturel, mais par contre, la sortie de crise, comme on était dans une crise de nature structurelle, elle va être longue et ça fera bouger les plaques. Alors, je vais citer un travail que nous avavons fait avec plusieurs collègues, dont Jacques Mazier, là, qui sera tout à l'heure sur le plateau, qu'on a intitulé « L'économie mondiale en 2030, rupture et continuité ». Et c'est exactement ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir quels sont les éléments de continuité et de rupture. Parmi les éléments de rupture, puisque c'est important pour ensuite porter éventuellement parler de remèdes, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a un ralentissement général des grandeurs économiques, la croissance du PIB, la croissance du commerce international, ça a été indiqué, mais également la croissance de l'investissement. Et ce qui me frappe aussi, pour aller à l'essentiel par rapport à la question de la mondialisation, c'est qu'il y a une décélération beaucoup plus forte de la croissance du commerce que du PIB. C'est-à-dire que là, on est... Alors, c'est pour ça que dans le papier que j'ai fait, c'est le titre que vous avez retenu, alors que pour moi, c'était un petit aspect du papier, mais j'ai employé le mot avec un point d'interrogation, démondialisation, au sens où on est peut-être dans une phase de ralentissement du processus de mondialisation, mesuré par ces grandeurs macroéconomiques que sont le commerce et les flux financiers aussi d'ailleurs. Et là, peut-être qu'il y a une rupture. C'est-à-dire qu'on est dans un changement. Et du coup, on a un certain nombre de pays, et là je vais me tourner plutôt vers un pays comme la Chine, qui sont en train de chercher un nouveau modèle de croissance, plus autocentré, parce qu'ils ont 3 problèmes au moins à résoudre, s'agissant de la Chine, mais ils ne sont pas les seuls.
il y a le vieillissement, ça a été mentionné, il y a la question écologique et il y a la finance. Le système financier chinois est d'une grande fragilité et il pourrait imploser, il y a une bulle immobilière, etc. Donc on a des pays qui sont dans des situations d'une grande fragilité, ce qui fait qu'aujourd'hui, la question, c'est quoi? La question, c'est la coopération internationale, parce que ce sont des phénomènes mondiaux. La question écologique, la question démographique et la question financière, ce sont des phénomènes qui ont des dimensions mondiales très importantes. Et je crois que ce qui caractérise la période que nous venons de vivre, c'est que nous avons eu un déficit de coopération internationale, alors même que nous sommes passés dans un ordre mondial multipolaire. Dans l'ordre mondial précédent, c'était la stabilité hégémonique, c'est-à-dire avec un pays qui dominait et qui imposait ses règles. Aujourd'hui, dans un ordre beaucoup plus instable, multipolaire, et la nouvelle gouvernance n'est pas là encore. C'est-à-dire que malgré les G20 qui se succèdent et les belles déclarations, on s'aperçoit que les méthodes de coopération n'ont pas vraiment évolué. Et je prendrai 2 exemples où il y a un déficit criant et qui pourrait, pour l'avenir, poser problème. C'est la question financière, où là, il y a une coopération qui me paraît totalement insuffisante. Il n'y a pas eu de réforme financière de grande ampleur au niveau international. Et donc, ça explique pourquoi là, certains d'entre vous ont eu cette questionnement sur l'avenir de la finance. Et il y a la question du climat. On va voir cette année, évidemment, avec la COP 21, mais quand on voit ce qui s'est passé à Lima, on peut être modérément optimiste sur l'échange de progrès. Alors du coup, dans notre travail de réflexion sur l'avenir, sur 2030, rupture ou continuité, on a fait des scénarios. Et là, je vais vous citer les 2 scénarios extrêmes qui encadrent probablement les évolutions, et un scénario pessimiste, disons, un scénario plus optimiste. Le scénario pessimiste, on l'a intitulé « Moins d'État ». C'est-à-dire, les pays sont obsédés par les déficits publics, les dettes publiques, les dépenses publiques apparaissent trop fortes, et il y a un recul des interventions publiques, mais aussi au sens de la régulation. Et ce scénario-là, c'est un scénario dans lequel les entreprises prennent la main, les normes sont fixées par les grandes entreprises, les traités internationaux qui se négocient, comme le traité de libre-échange, sont dans cette veine-là, hein, et c'est un monde qui est plus instable, qui est un monde de plus grande inégalité, et donc avec des problèmes sur la croissance future. Et puis il y a le scénario optimiste qu'on a intitulé « Coopération multilatérale », qui est l'idée que les pays parviendraient à s'entendre sur des grands dossiers, comme le dossier climatique, le dossier finance, par exemple, et pourraient définir ensemble des politiques communes. Et là, évidemment, c'est très, très optimiste. Et intermédiaire, il y a le scénario Chine-América. Je vais peut-être parler du 3e, très rapidement, pour dire qu'on peut avoir un duopole, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, d'une manière d'ailleurs pas forcément coopérative, mais disons, dominent le monde et se partagent en quelque sorte l'influence qu'ils peuvent avoir sur la régulation. Et donc, pour terminer, si je dois rêver tout haut, c'est-à-dire espérer le scénario le plus optimiste, pour moi, le mot important, le mot-clé, c'est clair, c'est une coopération multilatérale dans les domaines les plus importants, et la régulation financière en est un, la question climatique en est un autre. Je crois que c'est sur ces 2 chantiers qui, aujourd'hui, malheureusement, où les progrès apparaissent très, très timides, donc mon optimisme, du coup, est modéré. C'est là qu'il faudrait avoir les avancées les plus importantes, je pense, à l'avenir. Alors, ça permet d'entamer la discussion sur, justement, enfin, on va discuter, si vous voulez bien, discuter entre vous, et avant qu'on puisse donner la parole à la salle, très rapidement. Vous dites que c'est la nécessité de cette régulation. On peut entendre aussi que s'il n'y a pas de progrès technique, si on continue à avoir des gains de productivité par l'innovation, on peut arriver aussi, j'allais dire naturellement, par les lois du marché, à ce que cette régulation se fasse. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je voudrais que vous reveniez sur cette question de la panne de la productivité. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être dépassé? Kevin, d'abord, peut-être. Bon, en ce qui concerne les gains de productivité futurs, enfin, les Anglais disent que prédire c'est difficile, surtout quand il s'agit du futur. Et la vérité est qu'on on ne sait pas. J'aurais jamais prédit ce qui vient d'arriver plus tôt ce soir. Le futur est imprévisible, toujours, voilà. Donc, et j'ai peur que si on se dit, de toute manière, il n'y aura pas de croissance car il y aura une stagnation de productivité et il n'y aura pas de croissance,
s'il n'y a pas de gain de productivité. Alors, ça peut servir comme prétexte pour un fatalisme et un immobilisme en ce qui concerne nos problèmes actuels qui sont conjoncturels et qui sont donc remédiables. Même si il y avait des problèmes concernant les gains de productivité futurs, il y aurait aussi des choses à faire là. Investir dans l'éducation, dans la science, dans la recherche, et ainsi de suite. Dernière remarque concernant ta question sur la stagnation séculaire. En fait, le scénario où il y a trop d'épargne qui cherche des débouchés qui sont insuffisants, ça peut survenir même s'il y a des gains de productivité. Et la crainte est que parce qu'il y a une transition démographique dans le tiers-monde, ce qui est une bonne chose, la main-d'œuvre va croître à un rythme moins élevé. C'est une bonne chose, mais ça veut dire qu'il y a besoin de moins de capital avec lequel on va fournir ces travailleurs en plus. C'est de là vraiment que vient cette crainte, et je ne l'exclus pas du tout, mais encore là, on peut faire quelque chose. Ils ont eu ce débat il y a 70 ans au début des années 40 aux États-Unis. Alvin Hansen et Keynes aussi dans les années 30. Ils avaient tort parce qu'ils n'avaient pas prédit et le progrès technologique des 30 glorieuses et ils n'avaient pas prédit la génération de baby boomers. Il y a eu beaucoup de bébés aux États-Unis, donc le problème n'a pas eu lieu. Mais aussi, il y a eu un autre changement qui est important. S'il y a trop d'épargne et on cherche des débouchés, c'est vrai que le gouvernement peut aider en faisant des déficits qui absorbent ces épargnes. Mais il n'y a pas besoin de déficit budgétaire. C'est ça que Samuelson avait compris tout au début des années 40. On peut résoudre les problèmes de chômage de masse qui peuvent survenir si, sous ce scénario, en ayant un gouvernement qui est grand par rapport à l'économie. Mais un gouvernement dont le budget est équilibré. C'est ça ce que veut dire le Balanced Budget Multiplier, dont tout le monde a oublié ça, mais c'est exactement de ça que cette avancée dans la théorie américaine vient. Donc, par prudence, si on pense qu'il y a un risque de stagnation séculaire, ce ne serait probablement pas le bon moment de s'attaquer à la taille, l'ampleur de l'État. Natacha, attends. Non, sur ce sujet. Natacha. Oui, mais quand même. Natacha va. Parce que, mais là, c'est une discussion que connaît. Non, pas du tout. C'est sûr, mais non, c'est sûr. Je n'ai jamais dit. Je suis gentleman. Attendez, juste sur ce point-là, j'ai un mot. Je n'ai jamais dit. Je ne crois pas qu'il y ait une certitude qu'il y ait un ralentissement de la productivité, c'est tout. Je dis juste qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un problème que tu es obligé de te poser, c'est tout. C'est une réalité, point, voilà. Natacha. Alors sur ce point, justement, sur le ralentissement de la productivité, je suis entièrement d'accord sur le Balanced Budget Multiplier. Il ne faut pas faire d'amalgame entre le déficit. C'est-à-dire que quand on dépense plus et qu'on finance ces dépenses par des impôts, ça a un effet de stimulation sur l'économie sans forcément créer de déficit, à peu près. L'idée, c'est ça. Sur la décroissance, la diminution du taux de croissance de la productivité, je pense que tout ça est très, très endogène et est très lié à l'intelligence avec laquelle on va faire les investissements de demain. Et là, je suis en désaccord avec Jean-Hervé, mais en accord sur la réflexion à avoir sur ces investissements. Et là, je prendrai des exemples très concrets. On sait qu'on a des stocks d'épargne assez folles dans certaines régions du monde. On sait qu'en Europe, la zone euro a de l'épargne en excès, donc on aurait de quoi l'investir. Est-ce qu'on fait avec ça des ronds-points? Pensez à la croissance potentielle de long terme. Pensez à la croissance qui sera celle de nos enfants dans 20 ans. Pas sûr qu'on crée de la croissance avec des ronds-points. Est-ce qu'on investit dans des technologies qui vont aller chercher du pétrole en eau profonde? Ça dépend des périodes. Quand les prix du pétrole sont élevés, oui. Quand ils sont bas, non. Donc on ne sait pas trop. Est-ce qu'il faut aller faire de l'investissement en éducation? Là, il y a quand même des chances que dans 2 générations, 3 générations, l'éducation, ça aurait quand même une valeur ajoutée de plus en plus importante.
de l'investissement dans les biotechnologies, dans le cadre du vieillissement? Peut-être que oui. Donc c'est une réflexion qui n'est pas du tout technocrate, pas du tout dégagée des problématiques sociales. C'est vraiment une réflexion qu'on doit tous avoir et qui a un impact très direct sur les gains de productivité et sur la croissance à long terme. Un dernier point peut-être pour contextualiser tout ça par rapport au point du temps auquel on se situe aujourd'hui. Il ne faut pas oublier aussi qu'en face de ces gros stocks d'épargne qu'on voudrait bien pouvoir investir aux bons endroits, il y a aussi des gros stocks de dettes. Et je voudrais enlever des illusions là sur le fait que on a des dettes, mais c'est pas grave. Dans l'histoire, et Kevin est beaucoup mieux qualifié que moi pour le dire, les grandes phases qu'on appelle le deleveraging, c'est-à-dire dont on a eu besoin pour se débarrasser de ces stocks de dettes, ont été accompagnés avec des taux de croissance très faibles. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui, et je pense qu'on va beaucoup en entendre parler dans les trimestres et années qui viennent, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces stocks de dettes, qui sont des stocks de dettes publiques dans certains pays, privés dans d'autres, de nature dans certains autres. Est-ce qu'on les fasse en partie? Mais si on les fasse en partie, il faut bien réfléchir au fait qu'il y a des institutions financières qui les portent. Ces institutions financières, elles ont vos dépôts, elles ont vos contrats d'assurance vie. Donc tout ça est très lié. Et finalement, cette vision dichotomique de la finance d'un côté, la société de l'autre, c'est pas aussi facile. C'est malheureusement pas aussi facile. Il faut comprendre que la société dans son ensemble risque d'avoir aura très certainement des retombées de toutes les décisions qu'on pourrait prendre par rapport à la gestion des stocks de dette. Moi, ce qui me gêne, c'est quand vous dites toujours « on ». Mais c'est qui on? Parce qu'il y a le problème justement de la régulation. C'est-à-dire que, est-ce que ça, c'est des phénomènes, ce que vous décrivez, il faudrait qu'on investisse dans tel secteur plutôt que tel autre, qu'on fasse les bons choix, etc. Mais c'est qui on? Alors là, j'en viens c'est l'État, c'est aux questions les marchés, de gouvernance dont les acteurs économiques, oui. Quand on les laisse a priori faire, c'est pas exactement ça qui se passe. Alors donc il y a un problème d'affectation de la ressource. J'aurais une double réponse là-dessus et je serais en ligne avec ce que dit Dominique. Voilà. C'est qu'on a aujourd'hui ces grandes questions d'investissement au niveau mondial. Le G20 s'en est emparé, l'Europe s'en est emparée. On en a discuté beaucoup, il y a eu quelques résultats, l'Australie, etc. Mais il faudrait aussi que les sociétés civiles s'y impliquent et qu'on donne les moyens aux sociétés civiles. Je ne dis pas aux politiques, parce que les politiques, c'est un autre registre, mais je pense qu'en tant que projet social collectif, on a intérêt tous à réfléchir à quelles sont nos priorités pour nos enfants et en fonction de ces priorités-là, réfléchir aux grands axes sur lesquels on veut mettre de l'argent aujourd'hui pour avoir un résultat demain. Il faut savoir aussi qu'il y a, le progrès technologique s'est accéléré, mais on met quand même du temps à accumuler du capital. On ne construit pas un aéroport comme ça, on ne développe pas une biotech comme ça. Ça va beaucoup plus vite qu'avant, certes, mais tout ça a beaucoup d'inertie. Et ce qu'on pense aujourd'hui, ça aura des retombées à court terme, certes, mais pour avoir des retombées sur la croissance potentielle, il faudra attendre 10-15 ans. Donc c'est des choix très structurants et je pense qu'on devrait tous individuellement se sentir concernés. Et il faudrait aussi y avoir des forats efficaces pour relayer ce qui pourrait en sortir. Dominique Billon, c'est qui on et comment on fait pour que le on... Je suis très flatté que Natacha insiste beaucoup sur le rôle de la société civile, mais je pense quand même qu'il y a un vrai problème, c'est que nous sommes dans une situation d'une très grande incertitude, et pas uniquement à court terme. Et que si on veut que l'investissement redémarre, qu'on veut qu'à long terme, les entreprises, mais aussi les citoyens, les usagers, voient à peu près dans quelle direction on va, il faut qu'il y ait, en effet, c'est la question que vous posiez, c'est qui donne le là, qui donne l'élément qui va orienter les comportements. Dans l'après-guerre, on avait en France planification indicative qui avait joué un rôle très important. Les grandes entreprises elles-mêmes font de la planification. Il faudrait, je pense, réinventer des institutions qui permettent, non seulement au niveau national, mais au niveau européen, par exemple, d'orienter les investissements, d'orienter les comportements. Il y a la question de la transition écologique, par exemple. S'il n'y a pas des signaux très forts de données sur l'orientation nécessaire dans les infrastructures, les énergies alternatives, et si ça reste uniquement des acteurs individuels ou quelques pays en ordre dispersé, alors ne se passera pas ce qu'on souhaite je pense tous, c'est de réussir cette transition énergétique qui aujourd'hui ne me paraît pas particulièrement bien engagée. Et donc c'est ça qui manque aujourd'hui. Et je ne suis pas très optimiste quand je vois le comportement des acteurs privés et publics sur ces questions-là. Jean-Hervé, une dernière, et après on donnera... Non, juste peut-être pour dire que moi je trouve que c'est des déclarations de bonnes intentions, très sympathiques, mais
chers amis, le sujet n'est pas de savoir si... Évidemment qu'il faudra investir dans les bons secteurs, dans les bons trucs, pour que nos enfants soient contents, nos petits-enfants, etc. Le sujet, c'est de savoir qui va prendre le risque. L'épargne, c'est pas l'épargne, c'est l'épargne qui est prête à prendre des risques. C'est ça le sujet de fond et la rentabilité attendue. Et donc, je ne crois pas aujourd'hui que ce soit un problème qu'on puisse résoudre. Je dis juste, par exemple, ce qui m'avait beaucoup frappé dans le plan Juncker, c'était l'idée que, en réalité, on autorisait des États, en tout cas la première version, à garantir le risque pris par de l'épargne privée pour pouvoir prendre tout ça en dehors des critères européens de dette. On sortait de la dette. Je trouvais que c'était évidemment une position assez intelligente. On ne résoudra pas le problème de l'investissement dans une période aussi compliquée que celle que nous connaissons, investissement qui a ralenti partout dans le monde. Nous ne le résoudrons pas si nous ne sommes pas capables de trouver des modalités de prise de risque, de répartition du risque, de fait que l'épargne des personnes, disons, seniors, parce que c'est quand même un élément majeur, et que cette épargne soit prête à s'investir de manière risquée. Le régulation intellectuelle ne parle pas des institutions. C'est ça qui est oui, non, mais moi j'attendais le mot, mais il n'est pas arrivé tout de suite. Mais bon, tant pis. Dans la salle, 5 minutes. Oui, 5 minutes. 5 minutes de questions éventuelles. Dans la salle, oui, question. Chavagneux. Merci, Christian Chavagneux, Alternative économique. Est-ce que, à côté des forces qui poussent à la mondialisation financière, il y a des forces qui poussent aussi à la démondialisation financière en même temps? La Banque des règlements internationaux, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne, beaucoup de working papers nous disent aujourd'hui qu'il y a un recul de l'activité internationale des banques et des investisseurs. Est-ce que c'est juste un phénomène conjoncturel qu'il y a à la crise, ou est-ce que c'est un phénomène structurel qui pousse, à côté de la mondialisation financière, aussi à une forme de démondialisation financière? Merci. On en prend une et après on répond. J'en avais une là-bas. Il y avait 2 doigts qui se sont levés, mais il n'y en aura qu'un. Alors, les dames. Est-ce que je peux vous demander de faire passer Ladies first. Ah ben, derrière vous, il y avait une question derrière vous. Bon, allez, vite. Allez-y. Après, moi. On va pas recommencer, s'il vous plaît. Non. On est touchant pour la parité. Mixité plutôt. Je suis médecin en formation, je ne suis pas économiste. Et malheureusement, santé, il n'est pas sur l'agenda de forums économes mondiaux assez importants, malgré Ebola, VIH et tout ça. Mais ma question, c'est d'autres, très bref. J'ai vu un documentaire très intéressant, Prix à payer, de M. Crooks, où il y a le capitaux immense non investi dans le cloud, qui peut être investi dans l'économie, dans d'autres choses. Et là, un des intervenants demande, la crise reviendra si on ne prend pas les mesures vraiment urgentes. Donc, question médecin, quelles mesures urgentes, préventives et curatives on prend? Ça se rejoint presque. Natacha, sur la question, effectivement, y a-t-il ou pas, effectivement, régression de la mondialisation financière ou... Alors, avec la crise, il y a eu des réflexes un peu nationaux, des grands acteurs financiers. On l'a vu très fortement au niveau de la zone euro. On l'a vu au moment où la Réserve fédérale inversait sa politique et où les flux, finalement... C'est conjoncturel ou ça va durer? Alors, ça, c'était lié à des développements... j'appellerais pas ça conjoncturel, mais à des développements très précis et très violents. Je pense que en contrepartie de ça, et ce qui domine quand même, c'est qu'on vit dans un monde financier mondialisé où les capitaux sont capables d'aller chercher du rendement et des couples risque-rendement à peu près partout dans le monde, sous à peu près toutes les formes, sur à peu près toutes les classes d'actifs. Donc je pense que les réflexes de démondialisation financière cumulés aux mesures qui ont été prises dans ce contexte-là, je pense au contrôle de capitaux, le FMI a beaucoup évolué dans ce sens, je pense à des réglementations, à des choses qui ont été introduites en Europe, par exemple sur Chypre, etc. Donc au-delà de ces mesures de gestion de court terme et de gestion de crise,
de fait, bonne chose, mauvaise chose, on pourra en débattre, mais de fait, il y a quand même une capacité et une ubiquité du capital aujourd'hui dans le monde qui est quasiment équivalente à ce qu'on a pu vivre avant la crise. Et ça, je pense qu'il faut en avoir conscience. Donc on a continué, quoi. Il faut en avoir conscience parce qu'on a beaucoup réfléchi depuis les années 30 à la régulation, à la compréhension du secteur bancaire. On a très peu réfléchi aux outils qu'on peut utiliser sur ce qui est en dehors du secteur bancaire, qu'on appelle le shadow banking, qui est extrêmement divers, et qu'on en est au balbutiement sur cette réflexion-là, effectivement. Donc est-ce qu'on recommence, Dominique Plion, on va recommencer dans une crise financière de même type? Oui, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que je pense que nous ne sommes pas sortis de la crise et que des rebonds de la crise sont tout à fait possibles. Dans le film que vous avez vu, c'est Le Prix à payer, c'est cela? Ce film, d'ailleurs, est en effet tout à fait intéressant. Il montre en effet la puissance des acteurs et de la City de Londres, pour ne pas la mentionner, pour drainer des fonds. Et aujourd'hui, les liquidités sont extrêmement abondantes, notamment du fait des politiques des banques centrales. Et donc, aujourd'hui, c'est cet argent qui n'est pas investi. Et c'est vrai que l'ubiquité du capital, cette mobilité parfaite du capital, c'est la catastrophe qui nous a amené à cette crise. Et si on veut sortir de cette spirale, en effet, il faut ralentir, comme Tobin proposait, de mettre des grains de sable dans les rouages trop bien huilés de la finance internationale dans les années 70. Il faut mettre en place des contrôles des capitaux, des taxes sur les transactions financières, mais au-delà de ça, s'attaquer, c'est une question d'actualité, aux paradis fiscaux. Alors, il y a des progrès qui sont faits en matière d'échange d'informations, de transparence, de lutte, plus grande transparence, notamment bancaire, la levée du secret bancaire. C'est des choses qui vont dans le bon sens, mais c'est bien insuffisant pour pouvoir contrôler cette masse de capital qui est au-dessus de notre tête et qui constitue des menaces, ce qui fait qu'on va aller de bulle en bulle, comme on est allé de bulle en bulle ces dernières années. Il est probable que dans le futur, nous allons aller de bulle en bulle et que ça peut avoir parfois des effets catastrophiques quand c'est des bulles sur les produits alimentaires, par exemple. Excusez-moi, on va devoir frustrer pour le reste, évidemment, puisqu'on va passer à la table ronde suivante. On a eu beaucoup de frustration ce soir, on va continuer un petit peu, mais voilà.